É com grande honra que recebemos nesta conferência de encerramento do 14º Fórum Internacional de Administração o titular da cadeira de Pesquisas em Inteligência Coletiva na Universidade de Ottawa, o filósofo e professor Pierre Levy. Alors, bon après-midi. Je suis très heureux d'être avec vous parce que, vous savez, dans ma vie, j'ai commencé par être tunisien. Après, je suis devenu français. Après, je suis devenu canadien. Mais dans mon cœur, je suis un Brésilien. Voilà. Alors, cet après-midi, je vais vous proposer une méditation sur le thème de l'intelligence collective. L'intelligence collective aujourd'hui, mais aussi l'intelligence collective demain, ce que nous pouvons imaginer ou prévoir de la transformation de nos capacités cognitives, personnelles et communautaires. Vous voyez, là j'indique l'intelligence collective à l'âge algorithmique, ou j'aurais pu dire dans le médium algorithmique. Alors pourquoi est-ce que je dis algorithmique et pas numérique? Eh bien parce que, oui, les informations sont codées en binaire, avec des 0 et des 1, mais ce qui est important, c'est qu'elles sont codées en binaire dans un nouvel espace, un nouveau médium dans lequel l'information est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elle est partout en même temps, dans lequel toutes les informations sont interconnectées, et également un médium dans lequel ces informations peuvent être transformées automatiquement par une multitude de petits robots que l'on peut appeler des algorithmes ou du software ou du logiciel, appelez ça comme vous voulez. Bon, allez, ça suffit maintenant les photos. Alors, donc c'est pour ça que je parle de médium algorithmique, pour insister sur la transformation automatique de l'information. Parce que numérique, c'est seulement le codage. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'on puisse transformer automatiquement l'information, qu'il y a une mécanisation de la manipulation de symboles. Voilà. Alors, je vais commencer, puisque je vous propose une méditation sur l'intelligence collective, je vais commencer par dissiper 3 malentendus que l'on rencontre très souvent quand j'aborde le thème de l'intelligence collective. Alors, le premier malentendu, ça serait l'idée... Non, j'ai dit pas de flash. Le premier malentendu, ça serait l'idée qu'il faut créer de l'intelligence collective, ou qu'il faut créer l'intelligence collective humaine. Non. Ce n'est pas quelque chose qui est à fabriquer de manière artificielle. D'abord, il y a déjà une intelligence collective animale, chez les fourmis, chez les abeilles, et même chez les mammifères sociaux. Et bien entendu, depuis l'origine, l'espèce humaine
vit en intelligence collective. On va commencer par l'intelligence collective de la tribu, l'intelligence collective des villes, des pays, des entreprises, des administrations, etc. Donc l'intelligence collective, ça existe déjà. Ça, c'est la première chose à comprendre. Au fond, au sens le plus général, l'intelligence collective, c'est la culture, n'est-ce pas? C'est le fait que nous avons des langages, que nous avons des systèmes de signes, que nous avons des techniques, que nous avons des institutions sociales et politiques et économiques complexes, n'est-ce pas, que nous partageons. Toutes les institutions, c'est toujours quelque chose de collectif. Arrêtez avec les flashs. Bon. Madame, vous êtes mal élevée. Stop. Bon. Donc, l'intelligence collective, ce n'est pas quelque chose qui est à créer. Deuxièmement, quand je parle d'intelligence collective, je ne veux pas dire que tout le monde doit penser la même chose ou que nous devrions créer une façon de penser uniforme. Pas du tout, n'est-ce pas? L'intelligence collective se nourrit de la diversité, de la créativité des gens qui y participent, et ce n'est pas quelque chose qui exclut l'originalité, la singularité ou toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a intelligence collective que tout est pareil ou que tout est uniforme. Donc, c'est bien, on a déjà éliminé 2 malentendus. Et finalement, le troisième malentendu, peut-être le plus grave, ça serait que quand je parle d'intelligence collective, je voudrais dire que dès que les gens sont branchés sur Internet, tout d'un coup, ils arrêtent de mentir et ils arrêtent de dire des bêtises. Bon. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Donc, quand je dis Internet augmente l'intelligence collective, je ne suis pas en train de faire de la magie et de dire que tout d'un coup, plus personne ne dit de bêtises. Bien sûr que les gens continuent à dire des bêtises. Bon. Le contraire de l'intelligence collective, ce n'est pas la bêtise collective. Le contraire de l'intelligence collective, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a 2 grands projets d'utilisation des nouvelles technologies. Un projet qui consisterait à dire que la meilleure chose qu'on puisse faire avec les ordinateurs, ça serait de les faire penser comme nous, de rendre les ordinateurs intelligents. Ça, c'est le projet de l'intelligence artificielle. Et mon projet, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans cette direction, c'est de dire que la meilleure chose qu'on puisse faire avec les ordinateurs, c'est d'augmenter les capacités cognitives humaines. D'accord? Donc, encore une fois, le contraire de l'intelligence collective, c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la bêtise collective. D'accord? Et puis, entre nous, c'est toujours facile de dire que les autres sont stupides, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus difficile de travailler ensemble à élever le niveau des capacités cognitives humaines. Bon. Alors, maintenant, là, j'ai dit ce que l'intelligence collective n'était pas. Bon. Et je vais consacrer le reste de cette conférence à parler de ce que c'est. Bon, d'abord, comme je l'ai dit, c'est un projet pratique, c'est-à-dire il s'agit d'augmenter les capacités cognitives humaines en utilisant le mieux possible ce nouveau médium algorithmique dont nous disposons depuis seulement une vingtaine d'années. C'est très très récent à l'échelle de l'évolution culturelle. Donc, beaucoup d'options sont encore ouvertes.
le débat est en cours, rien n'est absolument réglé, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très très nouveau. Donc, comment augmenter les capacités cognitives humaines? Ça, c'est la dimension pratique. Mais il y a aussi une dimension théorique qui a un rapport avec la conscience de notre interdépendance. Alors, ceci peut être entendu de deux manières. Premièrement, l'interdépendance entre tous les êtres humains qui sont sur la planète, mais vous pouvez aussi parler de l'interdépendance de tous les gens qui sont dans le même pays, ou de tous les gens qui travaillent dans la même entreprise ou dans la même administration, n'est-ce pas? Ceci particulièrement pour des administrateurs. Et puis, donc, interdépendance entre les individus, entre les gens, mais aussi quelque chose d'un peu plus complexe sur lequel je vais insister maintenant, et qui est l'interdépendance de toutes les dimensions de l'existence humaine ou toutes les dimensions de la culture. Autrement dit, progresser dans l'intelligence collective, ça consiste à surmonter le cloisonnement ou la séparation mentale. Le fait que nous regardions les choses comme séparées les unes des autres et n'étant pas reliées par des grandes boucles de causalité systémique. Bon. Alors, je vais commencer par parler de cette notion d'interdépendance de toutes les dimensions de l'existence humaine. Mais attention, l'interdépendance, ça ne veut pas dire que tout est mélangé, tout se fond dans un magma indistinct, n'est-ce pas? Avant de dire que certains éléments ou certaines dimensions de la culture sont interdépendantes, encore faut-il les avoir distinguées, d'accord? Parce que interdépendance ne signifie pas indistinction. Bon. Alors, la première distinction que je voudrais faire, c'est la distinction entre le virtuel et l'actuel, puisque l'existence humaine se partage entre ces deux dimensions. L'actuel, c'est tout ce qui est, on va dire, plongé dans la matière. C'est tout ce qui a une adresse spatiale ou temporelle. On peut dire que ceci se passe ici ou là et à tel moment. Ça, ce sont les choses, c'est tout ce qui est actuel. Par exemple, notre présence physique, et bien entendu, puisque nous sommes des êtres humains, nous avons tous une présence, tous et toutes une présence physique, donc mon corps, votre corps, il est actuel, il est là, maintenant. Bon. Et puis, il y a une autre dimension, c'est une dimension virtuelle qui échappe à la matière ou à un adressage spatio-temporel précis. On va dire que c'est la dimension de l'âme ou de la pensée ou de l'esprit, n'est-ce pas? Bon, quand je pense à quelque chose, où se trouve ma pensée? Elle ne se trouve nulle part, elle n'est tout simplement pas dans l'espace. Certains vont dire, oui, mais c'est dans votre tête. Non, si, pour m'amuser, je me fends le crâne et que je regarde dans ma tête, je ne vais pas voir des pensées, je vais voir des neurones, n'est-ce pas? Je vais voir un organe physique. La pensée n'est tout simplement pas dans l'espace. Et l'existence humaine, au fond, c'est tout le temps une relation entre le virtuel et l'actuel. Remarquez bien que je ne dis pas que le virtuel, c'est le numérique ou le médium algorithmique ou Internet, n'est-ce pas? Le virtuel est là depuis l'origine de l'humanité, depuis que nous parlons.
une des choses les plus virtuelles qui puissent exister, c'est la signification. Quelle est la signification du mot justice? C'est quelque chose qui ne se trouve ni dans l'espace ni dans le temps, n'est-ce pas? Et nous y avons accès parce que nous parlons, parce que nous avons une intelligence humaine. Alors, vous voyez, j'ai distingué sur ce schéma deux aspects, un aspect virtuel et un aspect actuel. Alors vous dites, le virtuel, je l'ai mis en haut et l'actuel, je l'ai mis en bas. Et maintenant, je vais faire encore une autre distinction, mais cette fois-ci, ça va être la distinction entre le signe, l'être et la chose. Alors, pour cela, on va partir justement de ce phénomène du langage, du signe et de la signification. Chaque fois qu'on a affaire à du langage, vous avez toujours un élément codant, un élément codé, et puis quelqu'un qui code. Ou bien, pour reprendre un terme de linguistique, vous avez des termes de linguistique, vous avez le signifiant. Par exemple, si je dis le mot microphone, ce son, microphone, c'est le signifiant. Vous avez quelque chose qui est le référent, qui est le codé. Alors, c'est l'objet qui est ici, n'est-ce pas? C'est la chose réelle. Et puis, vous avez le concept de microphone, qui n'est ni le signifiant, ni la chose, parce que le signifiant, il va être différent en français, en anglais ou en portugais, n'est-ce pas? Ça, c'est le signifiant. Par contre, le concept du microphone, il est indépendant des langues, n'est-ce pas? C'est toujours le même concept, n'est-ce pas? Et ce concept, il est forcément pensé par un esprit, alors que le signifiant il vibre dans l'air ou bien on le voit écrit quelque part, tandis que le concept, le signifié, lui, il va se trouver dans un esprit. Alors, voyez, il y a cette tripartition que moi, pour simplifier, j'appelle signe, être et chose. C'est une distinction qui existe depuis l'origine de la philosophie, c'est absolument pas moi qui l'ai inventée, c'est déjà chez Aristote et ça a été commenté par toute une série de philosophes du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'époque contemporaine. D'accord ? Donc c'est quelque chose de tout à fait classique. Il en est de même d'ailleurs pour la distinction entre virtuel et actuel. Ce sont mes mots, mais les concepts sont très très anciens. Alors maintenant, regardons un petit peu cette réalité culturelle dont je veux vous parler. Dans le monde où nous vivons, vous voyez, là maintenant je vais commencer par l'actuel, il y a beaucoup de messages, ça, donc c'est actuel, signe, ça ce sont les messages. Par exemple, je parle en ce moment, je vous envoie des messages. Sur ce panneau, il y a beaucoup de messages qui sont écrits. Dans les bibliothèques, il y a beaucoup de messages, sur Internet, etc. Bon. Deuxième élément actuel, les gens. Bon, moi je suis quelqu'un, le monsieur sur le fauteuil c'est quelqu'un, vous êtes des gens, etc. Donc vous voyez que ce sont des choses différentes. Et finalement, il y a tout ce qui est matériel, comme ce fauteuil, cette table, cet équipement, etc. Alors maintenant, on va s'intéresser à la dimension virtuelle. Alors, au niveau du signe, ça va être la connaissance, toutes les formes de connaissance, pas seulement la connaissance officielle, universitaire, etc., mais aussi les connaissances pratiques, les connaissances folkloriques, les connaissances traditionnelles, tout ce que vous voulez. Il y a ce qui correspond chez les gens, chez les personnes, à leur
intention, leur aspect, leur dimension morale ou éthique, la direction de leur volonté, si vous voulez, qui est quelque chose d'assez différent de leur connaissance. Et finalement, vous avez les capacités, les savoir-faire, la possibilité d'agir. Par exemple, bon, je sais parler anglais, même si je ne parle pas anglais en ce moment, je parle français. Mais ça fait partie de mes capacités. C'est pour ça que c'est virtuel. Alors, pourquoi je fais toutes ces distinctions? Parce que je veux en venir au point suivant, c'est que ces 6 aspects sont tous interdépendants, n'est-ce pas? Vous n'avez, dans la culture humaine, vous n'avez jamais de gens qui ne parlent pas ou qui n'échangent pas de messages et qui n'ont pas de technique ou qui n'ont pas de maison ou qui n'ont pas d'équipement matériel. Tout ça est toujours interdépendant. Et d'autre part, si je m'intéresse à la dimension virtuelle, les capacités, les volontés et les savoirs sont toujours présents en même temps et se co-déterminent, n'est-ce pas? Et finalement, vous avez une interdépendance entre la dimension actuelle et la dimension virtuelle. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de petites lignes entre tous ces points. Alors, je reprends exactement la même idée, mais simplement en la représentant d'une façon différente. Vous voyez que les signes, le signe, l'être et la chose, ce sont 3 colonnes, et puis le virtuel et l'actuel, ce sont 2 rangées. Et à l'intérieur de ces 6 cases, je décompose, parce qu'en fait on pourrait décomposer très longtemps, mais là je décompose selon, en fait, une fois de plus, la ternarité ou la tripartition signe, être, chose. Alors signe, ça va être ce qui est plus abstrait. Voilà. Alors vous voyez ici, le signe, c'est ce qui est plus abstrait. L'être, c'est ce qui est plus affectif. Et ce qui est concret, ça va être le 3e élément. Alors ça va être signe, être, chose. Signe, être, chose. Signe, être, chose, etc. D'accord, vous avez compris le principe. Donc au fond, c'est une méthode que d'ailleurs vous pouvez utiliser pour décomposer la complexité d'une situation, mais sans isoler ou séparer ces éléments. Parce que si vous utilisez cette distinction virtuelle-actuelle, signe, être, chose, ça vous permet de distinguer, mais en même temps, de toujours, en même temps, relier. Je vais vous donner juste un exemple. En ce moment, je suis en train de diriger un développement informatique. Eh bien, j'ai essayé d'adapter ce schéma et j'ai dit, ce qui est virtuel, ça va être les codeurs, les programmeurs. Et ce qui est actuel, ça va être les utilisateurs. D'accord? Et puis, maintenant, si je m'intéresse aux codeurs, ici, j'ai mis les spécifications du logiciel, les spécifications du code. Ici, j'ai mis le code lui-même.
Et ici, j'ai mis tous les tests du code. Ah tiens, il n'y a plus beaucoup de rouge. Bon, oups, on ne voit plus. Voilà. Et juste en face, au niveau actuel, j'ai la confiance des utilisateurs. Évidemment, la confiance est reliée au test. Et puis, ici, j'ai mis la définition des besoins des utilisateurs, qui évidemment est reliée à la spécification. Et ici, j'ai mis l'usage réel des utilisateurs, qui est relié au code. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de la façon dont vous pouvez transposer, comme vous voulez, cette façon de modéliser les choses qui permet de distinguer tout en insistant sur l'interaction. Parce qu'évidemment, le but ici, là je vous donne l'exemple d'un processus de développement. Disons, je suis en position de manager et j'essaye de faire comprendre aux développeurs, aux codeurs, qu'ils sont en relation d'interdépendance avec les utilisateurs, et j'essaye de faire comprendre aux utilisateurs qu'il faut qu'ils communiquent avec ceux qui codent, parce que sinon, ceux qui codent ne vont pas savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, n'est-ce pas? Donc, chacun doit apprendre à communiquer avec l'autre, il y a une interdépendance. Alors, maintenant que je vous ai donné une idée générale de ce que j'entends par la notion d'intelligence collective, je voudrais insister un peu plus sur la dimension technique, sur cette idée que l'intelligence collective va pouvoir être augmentée par l'utilisation d'Internet. Bon. Donc, je vais parler maintenant de techniques de communication. Ce qui distingue les êtres humains des animaux, c'est que nous manipulons des symboles, ce que les animaux ne font pas. Les animaux sont capables de communiquer, en particulier de communiquer leurs émotions, mais ils ne sont pas capables de dialoguer, ils ne sont pas capables de raconter des histoires, ils ne sont pas capables de poser des questions, ou de, je ne sais pas moi, de faire des élections, ou de se faire des procès, ou toute chose qui implique une manipulation de symboles complexes dont seuls les êtres humains sont capables. Alors, aujourd'hui, nous vivons une grande révolution dans la manipulation de symboles parce qu'elle est aujourd'hui automatisée. Mais ce n'est pas la première fois que cela nous arrive. La première grande révolution dans la manipulation de symboles, c'est-à-dire au fond dans la cognition humaine, c'est l'invention de l'écriture. Parce qu'avec l'écriture, les symboles deviennent capables de subsister par eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin d'être dans la mémoire de quelqu'un, ils ne sont plus nécessairement reliés au souffle vivant de quelqu'un, ils peuvent subsister, par exemple, dans une statue ou sur une page ou gravés quelque part sur les murs d'un temple. Et avec cette grande révolution qu'a été l'invention de l'écriture, d'autres révolutions culturelles étaient contemporaines, parce que le moment où on a inventé l'écriture, c'est aussi le moment où on a inventé l'agriculture, la ville, l'État, et bien entendu un certain nombre de connaissances systématiques en médecine, en géométrie, en ingénierie. Vous n'avez qu'à penser aux pyramides égyptiennes. Bon, évidemment, ces gens-là avaient des connaissances plus que les hommes préhistoriques ou plus que les tribus nomades qui ne disposaient pas de l'écriture. La deuxième grande révolution dans l'histoire de la manipulation de symboles,
c'est l'invention de systèmes de signes qui se prêtent facilement à la transformation et à la manipulation. Par exemple, l'alphabet. Parce que si vous regardez, par exemple, les hiéroglyphes égyptiens, bon, vous comprenez tout de suite que c'est un système de signes assez complexe et que vous avez des milliers de signes différents. Et les gens qui maîtrisaient ce système de signes étaient des spécialistes, c'était les scribes, n'est-ce pas? Tandis qu'avec l'alphabet, vous pouvez tout dire avec seulement 30 signes, puisque au lieu de représenter des idées, les signes représentent des sons. Et la plupart des langues peuvent se réduire à une trentaine de sons. Alors, quand vous avez un système d'écriture qui représente les sons, eh bien, vous avez beaucoup plus de gens qui peuvent apprendre à lire et à écrire. Et de fait, les sociétés qui ont adopté l'alphabet sont devenues beaucoup plus puissantes que les sociétés qui sont restées avec les anciens systèmes d'écriture comme l'écriture cunéiforme des Mésopotamiens ou l'écriture hiéroglyphique des Égyptiens. Alors vous pouvez penser aux Hébreux, vous pouvez penser aux Grecs, vous pouvez penser aux Latins, aux Romains, aux Arabes. Et donc, toutes ces sociétés qui se sont basées sur un système d'écriture alphabétique ont vaincu les sociétés qui ne l'ont pas adopté. Donc, vous voyez, parce qu'ils avaient un système de communication et un support de pensée plus abstrait, plus léger, plus puissant. Et comme par hasard, on remarquera que les grandes religions universelles ont toutes des livres sacrés qui sont notés en caractères alphabétiques. Les premières grandes philosophies en Grèce, en Inde aussi utilisaient des caractères alphabétiques. Et puis vous avez d'autres systèmes de signes qui sont très pratiques, comme par exemple la notation des nombres indo-arabiques par position, celle que nous utilisons aujourd'hui et dans laquelle vous n'avez que 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et seulement avec 10 chiffres, vous pouvez dire tous les nombres possibles et imaginables en utilisant un système de position. Et en plus, avec ce système, les procédés pour faire des additions, des multiplications et des opérations compliquées sont toujours les mêmes et sont assez simples à utiliser. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si vous regardez la notation romaine des nombres. Si vous essayez de faire des multiplications, des grandes multiplications avec des chiffres romains, vous verrez que ça n'est pas facile du tout. Donc, voilà, j'ai pris l'exemple de l'alphabet, je prends l'exemple de la notation des nombres. Eh bien, ce sont en fait de très grands progrès dans l'histoire de l'humanité, parce que ça a simplifié ou augmenté la manipulation de symboles. La troisième grande révolution, ça a été l'invention de l'imprimerie, et ensuite celle des médias de masse, la radio, la télévision. Alors, dans ce cas, ce que l'on a, ce sont des machines qui sont là pour recopier et diffuser automatiquement des signes, des symboles, des messages, de l'information. Non seulement ça se fait automatiquement, mais ça se fait, on pourrait dire, de manière industrielle. N'est-ce pas ? Et
D'ailleurs, peu après l'invention de l'imprimerie, il y a eu un grand nombre le surgissement de nouvelles formes culturelles. Alors, par exemple, le développement de la science expérimentale moderne, n'est-ce pas, avec Galilée, Newton, Descartes, etc. L'invention, parce que c'est une invention, de l'État-nation, n'est-ce pas, parce qu'avant, les États-nations que nous connaissons aujourd'hui, il y avait ou bien des grands empires que nous considérerions aujourd'hui comme multinationaux, des situations plus féodales dans laquelle vous aviez une multitude de hiérarchies, de seigneurs, etc. Bon. Tandis que l'État-nation, c'est quelque chose qui s'impose avec l'imprimerie, notamment parce que tous les gens qui appartiennent au même État vont parler la même langue et ils vont lire les mêmes journaux. Il va y avoir une langue nationale et également une industrie nationale, etc. Vous remarquerez aussi que la révolution industrielle est très liée à l'imprimerie. D'ailleurs, l'imprimerie, au fond, c'est la première industrie de masse, puisque quand on imprime des livres ou des journaux, eh bien, on produit ou on reproduit le même objet exactement, n'est-ce pas? Ce n'est plus de la production artisanale, c'est de la production industrielle. Et donc, c'est seulement après avoir fabriqué des livres de manière industrielle qu'on a commencé à fabriquer des tissus et puis ensuite des choses plus compliquées de manière industrielle. Donc, ce que je veux suggérer ici, c'est qu'à chaque fois qu'on a augmenté la capacité humaine de manipulation de symboles, il y a eu une transformation de la civilisation. Eh bien, aujourd'hui, bien sûr, nous héritons de toutes les inventions précédentes, n'est-ce pas? Puisque nos symboles sont toujours durables, comme à l'époque de l'imprimerie, ils existent, ils peuvent exister indépendamment de nous, ils sont toujours facilement manipulables par l'esprit, puisque nous continuons à utiliser l'alphabet ou les chiffres arabes. Il y a toujours la reproduction ou la diffusion industrielle et automatique de signes ou d'informations, mais en plus, nous avons les algorithmes, nous avons le logiciel, nous avons Internet, nous vivons maintenant dans une situation complètement nouvelle, dans laquelle comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les informations sont ubiquitaires, accessibles de n'importe où, n'est-ce pas? Elles sont situées dans les nuages de l'Internet, mais avec nos téléphones portables ou nos ordinateurs, s'il y a le Wi-Fi, bien entendu, ce qui est le prochain droit de l'homme que nous allons réclamer partout. Donc, les informations sont ubiquitaires, elles sont toutes interconnectées et nous pouvons les transformer automatiquement au moyen d'algorithmes. Alors, quelle va être la civilisation qui va se construire sur ce nouveau médium de communication? Bon, inutile de vous dire que c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Admettons, si je suis un citoyen romain de l'époque de Jules César, il m'est impossible d'imaginer une civilisation où il y a des voitures automobiles, des avions, des centrales nucléaires et des ampoules électriques. C'est quelque chose d'impossible à imaginer. Et d'ailleurs, aucun Romain n'a imaginé des choses pareilles. Parce que c'est quelque chose qui se trouve au-delà de mon imaginaire, n'est-ce pas? Eh bien, au fond, nous ne sommes pas très loin de cette situation. Nous sommes aujourd'hui les héritiers
de la civilisation typographique. Et nous sommes au tout début, non, pas de flash s'il vous plaît, et nous sommes au tout début d'une nouvelle civilisation qu'il nous est très difficile d'imaginer. Alors vous allez me dire, mais peut-on prévoir quand même? On peut prévoir que ça va être quelque chose de très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui, dans lequel nos concepts, nos institutions vont être complètement différents. Mais plutôt que de prévoir, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être essayer de projeter, n'est-ce pas? Plutôt que d'essayer de dire qu'est-ce qui va se passer, on peut se souvenir, nous pouvons nous souvenir que nous sommes des acteurs responsables et que nous avons notre mot à dire sur la culture que nous voulons construire, n'est-ce pas? Bon, alors cette culture que nous voulons construire, bien sûr, il faut le faire en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous, mais en même temps en respectant un certain nombre de valeurs humaines fondamentales. Bon, ça, je vais passer, voilà. Alors, parmi toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, je voudrais en souligner une qui est reliée à la notion d'apprentissage collaboratif. Alors, d'abord, il faut réaliser que chaque fois que nous utilisons Internet, au fond, nous interagissons avec les autres par l'intermédiaire d'une base de données. Quand on est sur Facebook, évidemment, toutes les informations, même celles que nous avons envoyées, et évidemment, bien sûr, les informations que nous envoient nos amis, ne sont pas sur notre ordinateur. Elles sont dans une grande base de données, dans un grand, même pas un grand centre de calcul, un réseau de centres de calcul dispersés sur toute la planète et reliés par des fils, comment dire, et reliés par des des fibres optiques, voilà le mot que je cherchais, et reliés par des canaux ultra rapides qui permettent à ces centres de calcul de communiquer entre eux. Donc au fond, nous avons une grande base de données et nous communiquons entre nous en ajoutant des informations à cette grande base de données et en retirant des informations de cette grande base de données. Si vous pensez à Google, par exemple, bien c'est la même chose. Chacun va créer des sites web, son blog, votre entreprise va faire des sites web, votre administration va faire des sites web. Et que fait Google? Eh bien, il envoie des petits robots logiciels, des algorithmes justement, qui vont récupérer toutes ces informations sur tous les serveurs et qui vont les mettre dans une grande base de données. Et cette grande base de données, une fois encore, va être distribuée entre des centres de calcul reliés par des fibres optiques, des systèmes de communication à grande vitesse. La plupart des médias sociaux fonctionnent de cette façon. Alors, cette notion de communiquer par l'intermédiaire d'une base de données, c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, mais dont il faut, dont nous devons prendre conscience. Alors, une des meilleures choses que nous puissions faire en utilisant cette nouvelle possibilité de communication par l'intermédiaire de bases de données, c'est l'apprentissage collaboratif. Alors vous voyez, vous avez une multitude de pairs, c'est-à-dire de gens qui ont au fond les mêmes droits ou les mêmes capacités d'ajouter et de retirer de l'information. Ces pairs vont entretenir entre eux
une conversation, et dans le cours de cette conversation, ils vont s'entraider pour ajouter ensemble des informations pertinentes dans une base de données commune. Alors, en principe, vous pouvez voir ça à l'échelle globale, à l'échelle de la planète, vous pouvez voir ça à l'échelle d'un pays, vous pouvez voir ça à l'échelle d'une ville, hein, aujourd'hui on parle de ville intelligente, vous pouvez voir ça, bien sûr, à l'échelle d'une entreprise ou d'une administration. Donc l'idée, c'est que chacun devient responsable de l'administration ou de la curation d'une base de données commune qui va nous servir à rassembler les informations qui sont pertinentes pour nous, n'est-ce pas? Donc, chacun va contribuer à l'information ou à l'apprentissage des autres. Il y a aussi un autre aspect que je voudrais souligner, c'est que si j'acquiers des compétences pratiques dans l'exercice de mon travail, des compétences qui peuvent être utiles pour tout le monde, eh bien, je vais essayer d'expliciter ces connaissances que j'ai acquises par mon expérience. Donc, je vais écrire un texte, ou je vais faire une vidéo, ou je vais faire un petit logiciel, et je vais le mettre dans la mémoire commune de façon à ce que les autres puissent en profiter. Donc, on est passé, dans ce cas, d'une connaissance implicite qui est contenue dans mes réflexes, dans mon expérience, qui n'est pas encore explicitée, qui n'est pas encore décrite précisément, à une forme de connaissance qui est devenue explicite, qui est transformée en texte, en logiciel, en vidéo, etc., en information digitalisée, et qui va donc pouvoir être partagé. Et puis vous avez le mouvement complémentaire, c'est-à-dire de gens qui vont aller dans cette mémoire commune, et puis lire le texte, regarder la vidéo, s'exercer avec le logiciel, et qui vont transformer cette connaissance explicite en connaissance implicite, personnelle, qui va pouvoir être mise en pratique dans des situations concrètes. Alors vous voyez, c'est une dialectique entre la connaissance implicite et la connaissance explicite. N'est-ce pas? Et l'intermédiaire de cette communication, c'est une base de données commune. Alors, cette base de données, ça ne doit pas être quelque chose de désordonné, bien entendu. Il faut que chacun puisse s'y retrouver. Et c'est pourquoi les données doivent être catégorisées, n'est-ce pas? Quand vous allez dans une bibliothèque, eh bien, tous les livres ne sont pas entassés n'importe comment. Ils sont classés par auteur, par matière, par sujet, etc. Bon, pour une base de données, c'est la même chose. Les données en question doivent aussi être évaluées, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir distinguer les données qui sont très importantes ou très urgentes ou très pertinentes, et puis les données qui sont plus des données en arrière-fond auxquelles on peut faire appel pour approfondir un sujet, etc. Donc, à partir du moment où les données sont catégorisées et évaluées, eh bien, un processus d'apprentissage collaboratif peut s'enclencher. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette capacité de catégorisation et d'évaluation n'est pas réservée à des spécialistes des bibliothécaires ou des documentalistes, c'est au fond tous les employés de l'entreprise ou de l'administration et éventuellement tous les gens qui participent à ce genre de processus sur les médias sociaux qui ont aujourd'hui la capacité de le faire. Vous savez que, par exemple, sur Twitter, vous utilisez des hashtags. Un hashtag, c'est une catégorie. C'est ce qui vous permet de retrouver toutes les informations sur le même sujet. Vous avez des tags sur YouTube. Vous avez des tags sur Google+, vous avez des tags, en fait, maintenant, quasiment sur tous les médias sociaux.
D'accord ? Donc vous voyez que déjà, nous utilisons cette capacité de catégoriser ou au fond d'organiser ces bases de données. Parce que dans le passé, je le répète, c'était des spécialistes qui faisaient la chose. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a la capacité de décider quelles sont les données pertinentes, comment on va les classer, comment on va les organiser. Et donc, c'est un enjeu très important que la plupart des employés des entreprises que vous managez soient capables de faire ça, n'est-ce pas? Et même, je dirais, moi, en tant que professeur, je travaille pour que tous mes étudiants se sentent responsables de la grande base de données du web et qu'ils réalisent que chaque fois qu'ils font quelque chose sur le web, chaque fois qu'ils écrivent dans leur blog, chaque fois qu'ils créent un lien, chaque fois qu'ils font un j'aime, chaque fois qu'ils mettent un tag, ils contribuent à l'organisation de la mémoire commune. Donc vous voyez cette notion de responsabilité pour la mémoire commune, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Alors, je voudrais terminer cette conférence en évoquant maintenant le futur de l'Internet. Je vous ai parlé tout à l'heure de la responsabilité personnelle que nous avons dans l'organisation de cette grande mémoire commune. Donc, il y a toujours cette dimension humaine qu'il ne faut pas perdre de vue, mais je vais terminer en évoquant des aspects plus techniques. Si je regarde ce schéma, décrit l'histoire de l'Internet, ou si vous voulez, l'histoire du médium algorithmique. Je périodise, c'est-à-dire j'organise dans le temps cette histoire en fonction des systèmes d'adressage de l'information. Au début, disons dans les années 1950, on a commencé à construire les premiers ordinateurs. Dans le disque dur des ordinateurs, les informations sont très précisément adressées. Parce qu'un ordinateur fonctionne de la façon suivante. Il va chercher l'information dans la mémoire, il transforme l'information en fonction du programme, et le résultat de cette transformation, eh bien, il va le mettre à une autre adresse dans la mémoire. Alors, si la mémoire n'est pas très précisément adressée, bien sûr, un ordinateur ne peut pas fonctionner. Bon. Et évidemment, il s'agit de transformation automatique de symboles. La seconde étape dans l'histoire du médium algorithmique, ça a été l'invention de l'Internet. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'Internet? C'est un système d'adressage des ordinateurs dans le réseau des ordinateurs. Vous voyez, la première étape, c'est l'adressage des données dans les disques durs des ordinateurs, et la deuxième étape, c'est l'adressage des ordinateurs dans le réseau. Et c'est ça qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux, parce que s'ils n'avaient pas d'adresse, on ne saurait pas qui envoie le message, qui le reçoit, etc. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les processeurs ont une adresse précise, eh bien, vous avez une société mondiale des ordinateurs qui peuvent, par exemple, s'envoyer des informations, partager des calculs, etc. Alors ça s'est fait, disons, à la fin des années 70 et pendant les années 80. D'ailleurs, à la même époque, il y a eu aussi l'émergence de l'informatique personnelle. Et puis,
au milieu des années 90, Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web, que l'on peut considérer comme un système d'adressage universel des données. Dès que, ce système d'adressage universel des données, vous le connaissez tous, c'est les URL, n'est-ce pas, quand il est écrit HTTP, www. Bon. Et donc, c'est comme si toutes les informations qu'il y a sur le web faisaient partie de la même base de données. Alors, bien sûr, il s'agit d'une base de données virtuelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas une base de données matérielle, mais étant donné que le système d'adressage est le même pour toutes les données, eh bien, tout se passe comme si toutes les données étaient contenues dans la même base, n'est-ce pas? Donc, on est aujourd'hui dans une situation où tous les ordinateurs peuvent collaborer, donc c'est comme s'il y avait un seul immense ordinateur géant, et toutes les données ont le même système d'adressage, donc c'est comme s'il y avait une base de données universelle géante, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, bon, ben ça y est, on est arrivé, il n'y a rien de plus à inventer. Eh bien, je ne crois pas. Je crois qu'il y a encore quelque chose à inventer, parce que ces adresses des données, ce sont d'une certaine façon des adresses techniques, des adresses matérielles. On me donne l'adresse d'un serveur et à l'intérieur d'un serveur, quelle partie du disque dur, dans quelle partie du disque dur je dois aller voir pour trouver les données. Mais ce n'est pas comme dans une bibliothèque, par exemple, un système d'adressage qui va me donner la matière ou le sujet ou le concept, n'est-ce pas? En plus, vous savez, dans les bibliothèques, il y a en général un système de classement, et c'est pour ça qu'on se retrouve bien dans une bibliothèque, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le même système de classement dans toutes les bibliothèques, parce que vous avez un système de classement que vous allez utiliser au Brésil, un autre système en Inde, un autre système en Chine, un autre système aux États-Unis, etc. Mais aujourd'hui, toutes les informations sont dans la même base de données. C'est justement ce qu'on disait. Or, vous avez une multitude de systèmes de classification qui ne sont pas compatibles entre eux. Et vous avez aussi une multitude de langues naturelles. Alors, cette conférence en est une illustration, puisque je parle en français, les slides sont en anglais, et il y a une traduction en portugais. Donc, nous faisons ici une expérience d'intelligence collective, mais bon, là, vous voyez que les trois langues communiquent, mais malheureusement, bon, je ne parle pas le chinois, et je n'ai aucune idée de ce que les Chinois disent dans la blogosphère chinoise. Alors, je crois qu'il nous manque un système d'adressage des concepts, un système de métadonnées universelles qui nous permettrait de retrouver facilement ce que nous cherchons, surtout quand nous ne savons pas exactement ce que nous cherchons. Parce que Google, ça marche très bien si on sait ce qu'on cherche. Alors on va mettre un nom propre, une date, etc. Pof, on trouve, bien sûr. Mais si on veut explorer quelque chose qui ressemble à, etc., bon ben là, tout d'un coup, c'est perdu. On est perdu. Alors, si on invente aujourd'hui un système d'adressage universel des concepts, on va essayer d'en faire un qui exploite au maximum l'existence des algorithmes. C'est-à-dire que ça doit être un système qui permette à tout le monde de catégoriser les données exactement comme il veut, d'accord? Rien d'obligatoire. Il faut laisser l'interprétation complètement ouverte.
Mais en même temps, il faut que tout ce qui est catégorisé dans le nouveau système soit susceptible d'un maximum de calcul. En particulier, on doit pouvoir calculer les distances sémantiques entre les différentes catégories, n'est-ce pas? Ce que nous ne pouvons évidemment pas faire avec même une seule langue naturelle, et encore moins si on utilise plusieurs langues naturelles. Bon. Donc, vous voyez, ce qui se dessine ici, c'est la possibilité d'une espèce de superlangage augmenté par les algorithmes qui nous permettra de communiquer avec les ordinateurs. De notre côté, nous pourrons nous exprimer de la façon la plus ouverte et la plus libre possible, mais du côté des ordinateurs, tout sera calculable. N'est-ce pas? On pourra donner des ordres aux ordinateurs avec ce langage, même pour ceux qui ne sont pas des informaticiens. D'accord? Donc, parce que l'idée, c'est d'augmenter le pouvoir cognitif des gens. Alors, je vais maintenant, donc vous voyez ce que, à mon avis, ce vers quoi nous allons aujourd'hui, c'est une intelligence collective réflexive. Ça vient d'une, enfin, cette idée vient d'une analogie. On peut dire que les animaux ont une certaine forme de conscience, puisqu'ils voient certainement les couleurs, ils entendent les sons, ils sentent le plaisir et la douleur, etc. Donc ils ont une conscience phénoménologique. Mais seuls les êtres humains ont une conscience réflexive. C'est-à-dire que non seulement nous avons une conscience phénoménologique, mais que nous sommes capables de penser à la façon dont nous pensons, ou de revenir sur la manière dont nous avons agi, par exemple, et de dire « Ah, j'aurais dû agir autrement ». C'est ça que j'appelle conscience réflexive. Nous sommes conscients d'être nous-mêmes. Nous sommes conscients que les autres ne sont pas nous. N'est-ce pas? Nous pouvons penser à la différence entre nous et les autres. Nous pouvons penser à la différence entre nous maintenant et nous hier, et nous plus tard, etc. C'est tout ça la conscience réflexive. Nous pouvons nous regarder nous-mêmes penser. Pourquoi nous pouvons? Parce que nous avons le langage. C'est le langage qui nous a ouvert à la conscience réflexive. Alors, si nous augmentons la puissance du langage en utilisant le médium algorithmique, peut-être que nous pouvons aussi non pas donner une conscience aux machines, mais augmenter notre propre conscience. Et en particulier, puisque, au fond, maintenant nous communiquons par l'intermédiaire d'une base de données, d'une super méga géante base de données, à partir du moment où cette super méga géante base de données est catégorisée par un langage super puissant dont la sémantique devient calculable, eh bien, est-ce que nous ne pourrions pas acquérir une conscience réflexive de notre intelligence collective? Est-ce que nous ne pourrons pas, simplement en regardant cette base de données, voir tous les processus cognitifs qui s'y déroulent? Vous savez, il y a quelques années, il y avait une image qui était très à la mode, et on disait, voilà, ça, c'est une représentation d'Internet. Alors on voyait un espèce de grand réseau, comme des neurones tout interconnectés avec des couleurs, etc. Et on disait, voilà, regardez la complexité du réseau d'Internet. Mais cette image, ce qu'elle montrait, c'était des flux de données. Mais on n'avait aucune idée de la signification de ces données. On n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire, n'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse,
c'est pas d'avoir une image de flux quantitatif de données. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que les gens sont en train de penser, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, à quoi ils s'occupent, n'est-ce pas? Alors, je crois que dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, nous atteindrons le point où nous serons capables d'observer nos processus cognitifs collectifs à partir de toutes les actions, de toutes les communications, de toutes les transactions que nous faisons dans le nouveau médium algorithmique, à condition d'utiliser de nouvelles formes de code, de nouvelles formes de symboles, bien sûr. Mais on a déjà fait ça dans l'histoire, quand on a inventé l'écriture. C'est pas déjà inventer l'écriture, c'est mettre la pensée en face de soi déjà. Ou quand on a inventé la numération par position avec le zéro, n'est-ce pas? Tout d'un coup, tout le monde pouvait manipuler des chiffres, etc. Là, je crois que dans le futur, nous allons être capables d'observer notre propre intelligence collective en action. L'intelligence collective existe déjà, mais elle n'est pas encore réflexive. Nous ne savons pas exactement comment nous pensons ensemble. Mais si nous pouvions savoir comment nous pensons ensemble, alors nous pourrions faire de grands progrès. Je ne dis pas que ça va être le paradis sur terre, qu'il n'y aura plus de riches et de pauvres, qu'on ne sera plus malade et qu'on ne va plus mourir. Attention, hein, on va toujours mourir, on aura toujours des peines d'amour, etc. Mais on aura fait des progrès cognitifs comme nous en avons déjà fait dans l'histoire. Donc, puisque le thème un peu de cette conférence, c'était que va-t-il se passer dans les 50 prochaines années? Eh bien, à mon avis, la chose la plus intéressante qui va se passer, c'est l'accession à un nouveau stade de développement cognitif de l'humanité et qui serait l'intelligence collective réflexive. Mais ça ne sera pas donné comme ça magiquement avec la technique. Cela va nécessiter toute une éducation et l'acquisition aussi de nouvelles compétences. Il faudra travailler pour en arriver là. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec ces quelques réflexions et je vous en prie, n'hésitez pas à poser des questions. Bem, eu não cumprimentei, o senhor chegou tão abrupto e acho que não foi avisado, mas eu sou coordenador dessa tarde. Quero lhe dar as boas-vindas, parabenizá-lo pela brilhante palestra e por nos trazer-nos muitas reflexões. Tá, fique aí que eu vou. Tá bom. Bem, gente, eu não pude falar no início porque houve um pequeno desconexão, mas ouvi atento as colocações do nosso filósofo Pierre Levy. Pude estar ontem com ele no meeting e pude apreciar quão é caro e quão é importante esse processo reflexivo que o senhor nos trouxe. Evidentemente, do ponto de vista do convívio, nós temos outros fatores que não nos asseguram como serão os próximos 50 anos. Falo sobretudo das questões climáticas, de longevidade, de biodiversidade, de profissões que virão ou que morrerão, das que continuarão. Falo de uma série de indagações que, sem dúvida, a todos nós causa preocupações, a todos nós buscamos, de alguma maneira, respostas e que muitas vezes essas respostas não estão tão presentes e tão capazes de ser
apreendidas. Temos aqui, Dr. Pierre Lévy, algumas perguntas dos nossos telespectadores que gostaria de passar-lhe, né? Passo a lê-las para Vossa Senhoria. Dr. Pierre, as pessoas estão preferindo se comunicar pela internet, base de dados. O senhor acha que no futuro os seres humanos serão mudos? É o Écio de Campo dos Goitacazes, aqui do Rio de Janeiro. Vous savez, dans l'histoire de la communication, il n'y a jamais de substitution absolue. Alors, pour vous donner un exemple très simple, c'est pas parce que j'écris des livres que j'arrête de parler. Donc, une forme de communication ne remplace jamais complètement les formes de communication précédentes. Et je ne crois pas non plus que nous allons communiquer directement de cerveau à cerveau. Je crois que nous allons toujours parler avec la bouche et avec les mains. Et que ce que je veux dire, c'est que la communication humaine va toujours passer par le corps, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de communication simplement avec les ondes mentales. Ça, à mon avis, c'est un fantasme, parce que l'être humain est fait pour communiquer avec des symboles, que ce soit des symboles vocaux ou que ce soit des symboles gestuels, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous ne deviendrons pas muets. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez que bon, de plus en plus de gens maintenant utilisent Skype, par exemple, ou FaceTime, n'est-ce pas? Donc, on voit que toutes les formes les plus classiques de l'oralité sont toujours là, hein, et elles ne disparaîtront probablement jamais. O Erley Ferreira é quem pergunta agora. Primeiramente, gostaria de agradecer pela excelência do evento. Na sua compreensão, as pessoas estão preparadas para trabalhar um conjunto de dados exatos? O que poderia ser feito para facilitar a interpretação desses dados? Pois às vezes as pessoas não conseguem traduzir os dados para auxiliar as tomadas de decisões. Alors, bon, ça c'est une question très importante sur laquelle je voudrais, j'aimerais que vous m'accordiez toute votre attention. Alors, si on considère un individu isolé en face de l'immense base de données d'Internet, évidemment, la situation semble désespérante. Bon. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut considérer les choses. Il faut penser cette question de la sélection, de la catégorisation, de l'évaluation et de l'interprétation des données sur un mode collectif, comme j'ai essayé de vous le montrer. C'est-à-dire que
une des principales, je sais que certains d'entre vous vont être étonnés, mais une des principales dimensions du travail dans le futur, ça va être de sélectionner des données pertinentes, de les catégoriser, de les évaluer et de les partager. Et quand je dis pertinent, je veux dire évidemment que cette pertinence est variable suivant les contextes, suivant les situations, suivant les moments et suivant les communautés. N'est-ce pas? Il n'y a pas de bonnes données en général. Il y a toujours des bonnes données pour un certain usage, dans un certain contexte, à l'intérieur d'une certaine communauté. Donc, il faut considérer le travail qui consiste à extraire la connaissance des données comme un travail collaboratif, n'est-ce pas, que nous faisons ensemble pour nous entraider et pour apprendre collectivement. Il y a une multitude de logiciels et de sites qui peuvent nous aider à faire cela. Il y a des outils, mais bien entendu, il faut des personnes pour manier ces outils. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec les gens avec qui j'ai eu une conversation hier, j'ai parlé de Evernote ou de Scoopit ou de... vous avez aussi des sites de social bookmarking qui vous permettent de faire ce travail. C'est-à-dire, vous pouvez profiter du travail qui a été fait par les autres. Et les autres peuvent profiter du travail de sélection et de catégorisation que vous avez fait, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est un, comment dire, c'est un travail de filtrage collaboratif, n'est-ce pas? Dr. Pierre Levy, considerando que o conhecimento é uma vantagem competitiva para muitas organizações, como estimular a geração e disseminação do conhecimento coletivo sem perder esta vantagem competitiva? Bon, alors, la première chose, c'est d'avoir des collaborateurs compétents. Bon. Ensuite, parce que sinon, il ne va rien se passer. Bon. Ensuite, c'est d'avoir des modes d'organisation qui ne soient pas trop hiérarchiques, mais qui laissent l'initiative aux employés et aux collaborateurs, n'est-ce pas? Et il faut aussi des modes de communication horizontaux ou transversaux. Donc, l'idée, c'est de perdre, c'est de laisser tomber un petit peu la manie du contrôle et de donner le plus de pouvoir possible aux employés. Par exemple, le pouvoir d'alimenter la base de données commune. Par exemple, le pouvoir de catégoriser et d'évaluer les données. Par exemple, le pouvoir d'animer un blog, etc., etc., n'est-ce pas? Ou de ne pas bloquer les conversations avec les clients, avec les partenaires, etc. C'est-à-dire d'être le plus ouvert possible, mais parce qu'on est le plus ouvert possible, d'être aussi le plus responsable. C'est-à-dire que, évidemment, si on laisse la liberté aux gens, on leur donne aussi une certaine responsabilité. Donc, s'ils font des erreurs, ça va être de leur faute, hein. On est bien d'accord. Donc, il faut, disons que les nouveaux outils nous donnent beaucoup de pouvoir, mais il faut aussi accepter la responsabilité qui vient avec. Et c'est certain que si, comme l'a dit très, très justement la personne qui a posé la question, si
la connaissance devient un des principaux avantages compétitifs, eh bien, il faut donc encourager au maximum l'apprentissage collaboratif, parce que la connaissance n'est pas quelque chose de statique, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est porté par des gens et par des gens qui sont en communication les uns avec les autres et qui s'entraident pour apprendre. Voilà. Bem, pessoal, chegamos ao final aqui da grande apresentação do nosso filósofo Pierre Lévy. Queria agradecer a organização do evento por me dar o privilégio de presidir essa palestra tão encantadora, tão reflexiva e tão capaz de tirar a gente do processo acomodativo, da preguiça de pensar, Dr. Pierre. Eu acho que o senhor representou aqui para nós a importância, né, dessa inteligência coletiva, a nossa capacidade de interagir com os seres humanos e de buscarmos juntos soluções para esse planeta. Evidentemente que o tema é de uma dimensão formidável. Ficaríamos aqui a tarde toda a discuti-lo, porque tenho certeza que muitos dos senhores ainda sairão com aquelas indagações que eu coloquei sobre as profissões, sobre o meio ambiente, sobre a biodiversidade, sobre a expansão do conhecimento. De qualquer forma, nos damos por satisfeitos com essa palestra. Logo, logo teremos a cerimônia de encerramento. Quero mais uma vez agradecê-los, dizer a alegria de estar compartilhando esses momentos com os senhores, esperar que tenham gostado. E, ao Dr. Pierre, passo a palavra para as considerações finais do senhor com relação à palestra. Un dernier mot? Bon. Bon, très bien. Alors, permettez-moi simplement de vous dire une fois de plus que j'ai été vraiment très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et bon, vous savez, c'est difficile quand on écrit des livres où il y a des centaines de pages, d'essayer de transmettre l'essentiel en 1 heure ou en 1 heure et quart. C'est difficile, alors j'espère modestement être parvenu à vous transmettre quelque chose qui va vous être utile pour vous personnellement et dans votre travail. Alors, bonne chance. Agradecemos ao filósofo e professor Pierre Lévy pela sua exposição e ao moderador administrador Sebastião Luiz de Mello por sua participação. Neste momento, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA do Rio de Janeiro, que fará a entrega do certificado e da lembrança ao nosso ilustre conferencista.